Consécration de l'église catholique d'Amakpapé, rituel présidé par Monseigneur Benoît Alornou en présence de nombreux prêtres. Et parmi les invités d'honneur, il y avait le Premier ministre, Komi Selom Klasu. Les audiences de la cour d'assises s'ouvrent à partir de lundi à Lomé. 62 dossiers sont à examiner, des cas de viol, de pédophilie, d'homicide, de vol. Apothéose de Simtou Djandjagou dans la préfecture de Doufelgou, les Lamba et les Naodéba ont célébré leur identité culturelle dans une symbiose, une fête des retrouvailles et des moissons. Bonsoir, premier dimanche après Pâques, dans le diocèse de Palimé a eu lieu la consécration de l'église catholique d'Amakpapé, onction de l'autel et des murs, reliques des saints, aspersion, rite de la lumière. La cérémonie consécratoire a été présidée par Monseigneur Benoît Alornou, évêque de Palimé, et parmi les fidèles, il y avait le Premier ministre, commissaire Klasu, Isidore Koubatine. Grand jour en ce premier dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, dans le diocèse de Palimé. L'église et l'autel d'Amakpapé ont été consacrés et dédiés au cœur miséricordieux de Jésus par Monseigneur Benoît Alornou. Une seconde dans le dieu aîné de Nontien en l'espace de quelques mois. Une cérémonie solennelle qui a également connu tous les rites consécratoires. Possession des reliques, aspersion des fidèles, la litanie des saints, l'onction de l'autel et des murs de l'église, l'encensement et l'illumination de l'autel. Le tout couronné après par la signature de l'acte consécratoire. Messe eucharistique et d'action de grâce. Les fidèles de l'église Famille de Dieu qui est à Amakpapé se sont mobilisés en communion de prière. Parmi ce peuple de croyants, il était là, le chef du gouvernement, Komi Selom Klasu, venu joindre sa prière à celle des autres. Pour la liturgie de la parole, les textes sont tirés du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16, du psaume 117, du livre des Apocalypses, chapitre 1, versets 9, 11, 12, 13, 17 à 19 et l'évangile selon Saint Jean chapitre 20, les versets 19 au 31e. Dans son adresse aux fidèles, le Père évêque Monseigneur Alornou est revenu sur le sens des rites consécratoires avant de mettre un accent particulier sur le dimanche de la miséricorde, premier dimanche après la résurrection du Christ, sauveur du monde. Le peuple de Dieu rassemblé aujourd'hui doit retenir l'amour miséricordieux d'un Dieu qui donne et qui se donne. Qui aurait cru que Amakpapé, ce village pas éloigné mais perdu, trouve aujourd'hui cette belle maison de Dieu. C'est le signe d'un Dieu qui est toujours présent au milieu de nous. Un Dieu qui dit « Je suis avec vous » et nous sommes dans l'année de la miséricorde. Et aujourd'hui, dimanche de la miséricorde, le Dieu trois fois saint a voulu demeurer dans ce village par un signe providentiel. Nous avons déposé dans les hôtels, ou bien dans l'hôtel de cette maison de Dieu, les reliques de deux témoins de la foi. La bienheureuse Elena, une italienne, qui a fondé une congrégation, les Oblates du Sacré-Cœur, et on l'appelle l'apôtre de l'Esprit Saint. C'est grâce à elle que l'Église a la neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte, parce qu'elle a frappé avec son cœur la porte du pape, car elle a médité la parole de Dieu et la vie des pères de l'Église. Elle a dit au pape Léon XIII, l'Église n'a pas encore saisi la place du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Et le pape a fait ça. Et l'autre sainte, une personne, une femme, mère de foyer, qui a donné sa vie parce qu'elle a voulu éviter l'avortement. Voilà un signe de l'amour de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur.
Mystère de l'Église, acte de foi, repose désormais dans ce temple de Dieu, la Jérusalem céleste, les reliques de la Sainte Jeanne Berita et la bienheureuse Elena Guerra. Cette église, qui n'est plus une cathédrale dans le désert, est une œuvre de plusieurs mains généreuses, surtout des amis italiens de la congrégation Grand Cœur. Le Premier ministre a aussi contribué avec une enveloppe symbolique. Dans la foulée de cette célébration eucharistique et de consécration de l'église et son autel, Monseigneur a renvoyé en mission le nouveau bureau du CCACJ du doyenné de Nontien dans sa nouvelle fonction. Avant le renvoi du peuple de Dieu, Monseigneur alors nous a fait de cette église le sanctuaire diocésain, voire national, au cœur miséricordieux de Jésus. Les concélébrants ont également prié pour l'amour, la paix et la justice dans le monde. Et justement, en matière de justice, la Cour d'assises de Lomé ouvre ses audiences lundi dans les nouveaux locaux de la Cour d'appel de Lomé. 62 dossiers seront vidés au cours de cette session. Ils concernent des cas de viol, de pédophilie, de trafic, de stupéfiants, d'homicide et de vol qualifié. Un avant-goût avec Arnold Kiliou. Au total, 62 dossiers seront examinés au cours de ces assises de la Cour d'appel de Lomé. Les présumés auteurs d'infractions de viol, de pédophilie, de vol qualifié, d'homicide ainsi que de trafic de drogue vont comparaître devant la Cour pour répondre de leurs actes. Ces dossiers sont répartis comme suit. Homicide et tentative d'homicide volontaire, 25 dossiers. Assassinat et coups et blessures, 3 dossiers. Viol et tentative de viol, 14 dossiers. Vol qualifié et groupement de malfaiteurs, 6 dossiers. Trafic international de drogue, 7 dossiers. Et pédophilie, 7 dossiers. Ce qui nous donne ça de 62 dossiers pour la première session des assises qui s'ouvre le 4 et qui prend fin le 4 avril, qui prend fin le 13 mai. S'il y a 62 dossiers, il y a 62 compositions. Et chaque composition comporte 4 juges. 4 juges et puis chaque composition comprend aussi un greffier. Les jurés viennent compléter la cour, 6. Vous voyez que ça fait un nombre très important pour composer la cour. Maintenant de ça, nous avons les forces de sécurité, composées de la police, de la gendarmerie et puis des surveillants de l'ensemble pénitentiaire. Nous avons en outre les interprètes, les huissiers et les avocats. Voilà, c'est un nombre important qui contribue à cet événement-là. Les dispositions sont donc prises pour non seulement épuiser les dossiers inscrits au programme, mais aussi et surtout dire le droit. L'État a mis les moyens nécessaires à cet effet. L'élément important pour que ces audiences se tiennent bien, c'est les sous. Parce qu'il faut payer les jurés, il faut payer les avocats commis d'office, il faut payer les huissiers qui assurent la police d'assurance de la salle. Et il a crié aussi pour rappeler l'ordre. Il faut payer les interprètes, il faut payer les témoins. L'État a fait un effort exceptionnel, malgré les conditions difficiles, sur le plan financier, de nous mettre à disposition beaucoup de sous. Il y a une innovation cette année, c'est que pour la première semaine, on fera comme d'habitude, une formation le matin, une formation le soir. Même pas de la deuxième semaine, il y aura 2 formations le matin, 2 formations le soir. Une formation au niveau de la grande salle et une seconde dans la petite salle. Tout ça là pour gagner en temps. On va faire passer 2 dossiers la première semaine et à partir de la deuxième, ce sera 4 dossiers par jour. Comme chaque année, les audiences de la Cour d'assises sont ouvertes au public. Durant 2 semaines, les praticiens de droit vont délibérer sur ces différents dossiers afin que les présumés ne soient fixés sur leur sort. L'Office togolais des recettes a animé à l'Université de Kara une conférence sur le civisme fiscal. Cette institution entend associer les étudiants à la culture du paiement des taxes et impôts avant leur entrée dans la vie active. C'est un reportage de Nestor Moussou. Le club des amis du fisc de l'université de Kara célèbre sa première année d'existence. Pour marquer cet anniversaire, le club a sollicité l'Office togolais des recettes pour animer une conférence débat sur le campus sud. Les étudiants ont été entretenus sur le civisme fiscal.
Le club des amis du fisc est lancé officiellement le 9 mars 2015 et nous avons pour mission d'effectuer des sensibilisations à l'endroit de la communauté universitaire. Cette conférence nous permettra d'assimiler davantage les innovations qu'apporte l'Office togolais des recettes par rapport donc, à ces activités régaliennes. Aussi, cette conférence nous permet aussi en tant qu'étudiants de nous étayer davantage aussi sur la fiscalité qui en elle-même constitue toute une problématique. Et aujourd'hui, donc, nous avons l'opportunité de poser des questions, de nous renseigner davantage par rapport à cette idée-là. Les étudiants constituent de potentiels entrepreneurs et décideurs. Les sensibiliser sur le civisme fiscal revient à les préparer tôt à comprendre et à adhérer au principe de paiement de l'impôt. C'est un vœu pieux pour chaque État que ses citoyens puissent intégrer en eux ce civisme-là de payer librement ses impôts pour contribuer aux charges publiques. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, quand nos contribuables viennent déposer les états financiers, on constate beaucoup de manquements. Alors que les étudiants sont les futurs conseillers, les futurs comptables. Donc il est nécessaire de venir cultiver en eux le civisme fiscal pour qu'ils puissent remédier demain aux manquements que nous constatons aujourd'hui. Outre cette conférence débat, le club des amis du fisc de l'université de Kara a organisé un concours de sketch et une prestation des artistes en herbe, toujours sur le civisme fiscal. On reste dans le domaine estudiantin avec cette remise d'attestation aux récipiendaires formés par l'École supérieure d'informatique et de gestion sur la maîtrise du logiciel Excel appliqué à la gestion. Ces étudiants sont désormais aptes à mettre ce qu'ils ont appris au service des entreprises. Lucassi, Anita Atigaku. Face aux exigences du marché de l'emploi, une formation pratique s'impose aux apprenants afin que ceux-ci puissent consolider les acquis théoriques. Ces étudiants de la FASEG de l'Université de Lomé se sont exercés à la maîtrise de l'outil Excel appliqué à la gestion. Une formation continue axée, entre autres, sur la compétence, le comportement, le coaching. C'était surtout basé sur la comptabilité, les tableaux, par exemple le grand livre, comment présenter le journal, établir le bilan, comment passer les écritures. Ça nous a permis d'automatiser certaines factures, certains tableaux, par exemple l'amortissement, le tableau d'amortissement, les bulletins de paye, etc. Cette formation est une formation très pratique à la gestion parce que à part cette formation, vous pouvez faire des stages à faire, vous pouvez faire en même temps quoi, vous pouvez recruter quelqu'un. Ce partage de connaissances entre formateurs et étudiants en gestion et comptabilité est porté par l'École supérieure d'informatique et de gestion ESI Global Success. Une formation de l'aggiornamento, une forme de mise à jour que ces étudiants-là reçoivent pour être beaucoup plus aptes avec les outils du marché, surtout dans les cabinets, dans les entreprises et dans les caisses, comme ils sont les gestionnaires de la formation. Cette formation a permis à ces récipiendaires d'acquérir des connaissances plus adaptées, leur permettant de se valoriser sur le marché de l'emploi. ESI Global Success est spécialisé dans les formations en gestion, comptabilité et informatique. Le projet promotion de la scolarisation de la jeune fille au Togo, initié par le ministère des Enseignements primaires et secondaires et cofinancé par la Banque islamique de développement et plan international, est arrivé à son terme. Des rencontres pour la revue finale du dit projet ont eu lieu dans les chefs-lieux de région du Togo pour faire le point des activités menées. Reportage d'Herman Songoy. Après 18 mois d'activité dans le cadre du projet promotion de la scolarisation de la fille au Togo, les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du dit projet se sont retrouvés pour faire le point des résultats obtenus et discuter du plan d'action de l'après-projet. C'est le problème genre. Aujourd'hui, ça a changé. Entre-temps, c'est nos coutumes qui ont fait que les filles étaient laissées au dernier rang. Les filles n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, avec ce projet, les filles vont à l'école. Les garçons font les mêmes choses que les filles. Aujourd'hui, les garçons balayent et les filles aussi balayent. Les garçons lavent les vaisselles, même que les filles. Ça veut dire qu'il y a un changement. Et selon moi particulièrement, le projet a amené un plus
dans l'éducation de la jeunesse au Togo. Nous avons élaboré un plan de désengagement qui donne les diverses responsabilités aux communautés. Il y a les activités qui sont prévues au niveau communautaire. Qu'est-ce que les communautés doivent faire pour qu'on puisse continuer par encourager la fille à aller à l'école. Il y a ce qui est prévu pour les ONG locales qui sont toujours les partenaires locaux qui vont accompagner les projets, qui vont accompagner les clubs des mères, qui vont accompagner les clubs des pères, les clubs d'enfants dans la mise en œuvre des activités. Et surtout, il y a la direction régionale d'éducation qui, à travers l'expression de l'enseignement préscolaire et primaire et l'enseignement secondaire général, vont aider encore à ce qu'on puisse continuer des activités sous toutes les formes. Assurer la continuité du projet, c'est aussi rappeler à chacun le rôle qu'il devra jouer pour inscrire et maintenir les filles à l'école. Je suis content qu'on nous a associés dans cette revue. Moi, je pense qu'une fille doit aller à l'école pour être quelque chose dans la famille et pour créer la joie dans la famille. Le projet Promotion de la scolarisation de la fille au Togo est un projet de l'État togolais et financé par la Banque islamique de développement et Plan international. Il est exécuté dans 100 différentes localités réparties dans les 5 régions du Togo. Ces rencontres pour la revue finale du projet se sont tenues dans les chefs-lieux des 5 régions du Togo. Au Zimbabwe, le gouvernement vient d'entamer des pourparlers avec les fermiers blancs qui avaient perdu leurs terres lors de la réforme agraire entamée au début des années 2000 et quelques 5000 propriétaires avaient été évincés de leur domaine, ce qui a beaucoup influé négativement sur la production agricole. Ces négociations s'imposent parce que le FMI met la pression sur le Zimbabwe pour entreprendre des réformes et redresser son économie. Zimbabwe, la question de la réforme agraire revient au devant de l'actualité. Le gouvernement a initié des pourparlers pour indemniser les fermiers blancs expulsés de leurs terres en 2003. Jeudi 31 mars 2016, des représentants de l'État zimbabwéen se sont réunis avec les fermiers blancs, les agriculteurs réinstallés et les acteurs de la société civile pour trouver des solutions durables à la gestion des terres agricoles. Just knowledge of that amount. Nous sommes en train de réfléchir sur les modalités de l'indemnisation. Je ne pense pas que nous puissions commencer à parler maintenant de la procédure à adopter avant de déterminer le montant. Une fois que la somme sera définie, je pense que nous entrerons dans la deuxième phase des discussions, à savoir la définition des modalités de paiement. Le gouvernement compte émettre des bons du Trésor et imposer une taxe foncière pour récolter des fonds afin d'indemniser les agriculteurs. La réforme agraire a entraîné une baisse drastique de la production agricole au Zimbabwe. Les fermiers expulsés fondent beaucoup d'espoir sur la proposition du gouvernement. Certains agriculteurs critiquent déjà l'attitude de l'État. On vous retire votre terre et les gens continuent leur vie au quotidien. Et vous n'avez eu aucun recours devant la justice. Dans le même temps, il n'y a aucune perspective d'indemnisation. J'estime que la réunion d'aujourd'hui marque tout à fait le début d'un processus et j'espère voir cette réunion donner des résultats probants. This is akin to government disempowering. Je ne partage pas cette façon de faire. Le gouvernement désavoue son propre peuple parce que si vous redonnez la terre au peuple, vous n'avez pas à taxer les gens pour payer le voleur qui a volé la terre d'hier. Les différentes réformes agraires du président Robert Mugabe ont conduit à l'éviction d'environ 5000 fermiers blancs expulsés de leurs terres au cours des 16 dernières années. Toutes les terres agricoles au Zimbabwe sont détenues par le gouvernement. Les agriculteurs n'ont aucun droit de propriété sur leurs exploitations agricoles, ce qui, selon eux, rend les banques réticentes à leur accorder des prêts pour acheter du matériel agricole. Un nouveau printemps s'annonce pour la coopération germano-togolaise. On le sait, l'Allemagne et le Togo sont de très vieux amis. Tout a commencé par le fameux accord de protectorat de juillet 1884. Après les deux guerres, c'est la France qui aura plus d'incidence, mais l'Allemagne a gardé sa part de coopération avec le Togo. Puis, période de froid dans les années 90, suivie de la reprise il y a quelques années. Et depuis lors, c'est la lune de miel entre Lomé et Berlin. L'heure est maintenant à la réalisation des projets de développement au profit des populations. Et dans cette perspective, une délégation allemande est attendue à Lomé pour le renforcement de cette coopération. La diplomatie économique du Togo est ainsi à l'œuvre. Anita Tigakou a reçu à 13h le directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères qui a donné de plus amples explications sur le printemps de la coopération germano-togolaise. Un extrait. Printemps tout d'abord pour faire un clin d'œil à nos amis allemands qui vivent présentement le printemps. Le printemps chez eux. Printemps est également
pour faire allusion à l'excellence, qualité des relations de coopération qui existent si heureusement entre le Togo et l'Allemagne. Et printemps enfin pour célébrer la confiance retrouvée entre notre coopération et la coopération allemande après une période de refroidissement de cette coopération. Et finalement, printemps de la coopération germano-togolaise pour évoquer une rencontre des hommes d'affaires, des décideurs, des opérateurs économiques pour discuter des opportunités d'affaires au Togo et surtout des potentialités et des opportunités d'investissement. Nous voulons insister surtout sur l'investissement étranger. Et qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt pour notre pays? Bon, vous savez, l'Allemagne et le Togo entretiennent de très bonnes relations de coopération. Mais si nous voulons parler en termes de regain, nous insisterons essentiellement sur les efforts effectués par le gouvernement donc en place. Je voudrais parler de la volonté politique du gouvernement. Nous parlerons également des mesures incitatives favorables au climat des affaires. Nous faisons ici allusion au code des investissements, donc à la réduction du temps des formalités de création d'entreprises, etc. Mais pour pouvoir alors démontrer tous ces aspects, nous avons au niveau du ministère des Affaires étrangères élaboré un programme spécifique. Bon, ce programme se décline alors en 3 phases. Une première phase qui est alors intitulée le débat thématique. Un débat thématique qui tournera essentiellement autour de 3 grands sujets, subdivisés alors en 15 panels de discussion. Et à ces discussions, nous avons invité d'éminentes personnalités togolaises et allemandes qui alors essaieront d'échanger sur la coopération bilatérale, échanger essentiellement sur la possibilité d'encourager l'investissement direct étranger au Togo. Bon, la seconde partie concernera un aspect que nous avons alors appelé les G2B. C'est G2B, c'est-à-dire Government to Business, une nouvelle notion introduite par les plus hautes autorités donc, du pays pour pouvoir permettre à nos ministères sectoriels de jouer convenablement leur rôle. Bon, Government to Business, cela signifie essentiellement que nos ministères, c'est-à-dire nos ministères sectoriels qui ont leurs projets, qui attendent d'être financés par le secteur privé, donc doivent être alors exposés. Est-ce que vous voyez? Donc il s'agira donc d'une opportunité donc, pour nos ministères techniques d'exposer, de présenter donc nos projets et peut-être avoir des financements. Afin d'engager des discussions avec leurs partenaires allemands. Fête traditionnelle dans la préfecture de Doufelgou, les Lamba et les Naudéba se sont retrouvés samedi à Niamtougou autour de Simtou Djamdiagou. Ils ont rendu grâce à Dieu pour la moisson et la saison agricole écoulée et prié pour que la nouvelle campagne soit aussi bonne. Les temps forts avec Nestor Moussou. Le son du corps a résonné. La tradition a tonné fort ce samedi au stade municipal de Niamtougou. Pour la 30e fois, les populations de Doufelgou ont célébré dans l'allégresse Simtou Djamdiagou. Simtou Djamdiagou est une fête annuelle. Elle est célébrée principalement par les Lamba et les Naudéba, peuples autochtones et majoritaires de la préfecture de Doufelgou. C'est un début de la saison des pluies que cette fête se déroule. Quand le chef de l'État avait demandé à avoir le recours à l'authenticité en 1969, les fils et les filles de Doufelgou se sont réunis pour décider à avoir une fête qui répond sur
les ethnies Naouda et ethnie Lamba. Et c'est ainsi que Sintou Djandiago est né. Sintou, c'est pour les gens de Lamba et Djandiago, c'est pour les gens Naouda. Sintou Djandiago, c'est une fête célébrée à l'occasion du début de la nouvelle saison, pour remercier les man pour leur avoir donné cette opportunité-là d'avoir de bonnes récoltes et de nous donner encore de bonnes chances d'avoir une nouvelle récolte. Fête de retrouvailles Sintou Djandiago édition 2016 a vu la participation d'une délégation du peuple Akosso Akebu. Une délégation était aussi arrivée lors de la 28e édition à Paha. Les peuples Lamba, Naodeba et Akosso Akebu ont quelque chose en commun, ils pratiquent la culture du fonio. Aucune communauté ne saurait s'inscrire aujourd'hui dans une logique d'isolement ou de repli sur soi. C'est pour cela que nous tenons à saluer les initiatives prises par des fils et filles de Doufelgou et des préfectures d'Amou, Akebu et Wawa d'être ensemble, soit pour Sintou Djandiago, soit pour Ovazou, la fête traditionnelle Akosso Akebu. Le fonio étant par exemple un symbole entre les peuples de nos préfectures, il est aujourd'hui indispensable de trouver les moyens pour revaloriser sa culture, par exemple, en vue de donner une plus-value au monde paysan. Sintou Djandiago apparaît comme le ciment entre les filles et fils de Doufelgou qui se retrouvent pour s'abreuver à la source de la culture et de la tradition de leur milieu. Cette fête est donc l'expression de la cohésion que les plus hautes autorités du pays appellent de leur vœu. Pour avoir eu l'ingénieuse idée de fédérer le Sintou des Lamba et le Djandiago des Naodeba en une seule et unique célébration, vous avez pris la sérieuse et bonne option de vous engager dans une logique d'union des forces vives de Doufelgou, salutaire pour son développement, d'autant plus qu'aujourd'hui, cette fête regroupe tous les natifs de la préfecture, en l'occurrence les Lamba, les Naodeba et les Tamberma. Et ce faisant, vous inspirez à toutes les filles et fils de notre nation que notre seule voie de salut réside dans la mise en synergie de nos forces, au-delà de nos différences sociales, ethniques, religieuses et autres. La célébration de cette édition de Sintou Djandiago permet donc à un grand nombre de filles et de fils de Doufelgou de se retrouver. Nous nous réjouissons à l'idée que vous mettez à profit ces moments de retrouvailles pour réfléchir sur les problèmes de développement de votre préfecture. Et aucune réalisation durable ne pourrait être possible tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne prendrons pas conscience que nous avons tous besoin les uns des autres pour avancer. Le représentant du chef de l'État a salué les innovations apportées à la fête Sintou Djandiago, notamment le FADEF, Festival des Arts de Défalé, initié il y a 3 éditions, le circuit touristique proposé pendant 4 jours aux invités et la compétition interscolaire de sketch et danse couronnée par le prix culturel Ngiti Nate. Et puis, semaine de l'étudiant à Kara, le but visé est de mettre en exergue la culture du milieu. Les étudiants ont ainsi l'opportunité d'exhiber leurs différents talents et leur esprit de créativité. Nestor Moussou. À l'université de Kara, la semaine de l'étudiant, c'est celle au cours de laquelle les activités tournent autour des manifestations ludiques. Les étudiants laissent pour un petit temps les cours au profit des activités d'ordre culturel, artistique et sportif. Ceci pour leur permettre de se soustraire au stress accumulé par rapport à la densité des programmes. La semaine de l'étudiant est une manière d'amener les étudiants à accorder un intérêt à la chose culturelle. L'étudiant qui a déjà appris à faire les semaines culturelles dans son collège, dans son lycée,
quand il arrive à l'université, il doit continuer à se former dans sa culture. Qu'est-ce qu'on connaît dans sa culture? Et c'est ce que nous faisons dans nos semaines culturelles. La semaine de l'étudiant est organisée pour la 6e fois à l'université de Kara. Cette 6e édition a été placée sous le thème « L'étudiant face aux enjeux de l'excellence ». Les données ont changé. Aujourd'hui, le marché de l'emploi offre des possibilités différentes. C'est-à-dire qu'avec une formation classique, on ne peut plus avoir du travail comme avant. Mais si on est un bon étudiant, si on a bien fait sa formation, si on est excellent dans son parcours, on peut toujours chercher à trouver du travail au Togo. Si on n'en trouve pas dans la sous-région, on pourra en trouver ou même ailleurs. Cela dépend de ses compétences. Le vice-président de l'université de Kara, Adama Koda, a souligné que le thème a été retenu non seulement pour attirer l'attention des étudiants vers la culture de l'excellence, mais aussi pour marquer une preuve supplémentaire que l'institution est entrée dans une nouvelle dynamique avec son plan stratégique de développement 2014-2024. Et c'est sur cette note culturelle que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur la télévision togolaise.